Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de partager ce moment avec Alexandre Baradez, responsable des analyses chez IG France. Bonsoir. Bonsoir. Alexandre. Alors, le thème qu'on a décidé de parler donc avec vous aujourd'hui, c'est après l'élection américaine, quelle trajectoire pour les marchés financiers? Alors, bien entendu, on va commencer par cette thématique, donc des élections américaines, mais on a vu qu'il s'est passé beaucoup de choses après, ce sera l'occasion d'y revenir juste après. Élection américaine, donc pour commencer, élection de Joe Biden, le démocrate, mais beaucoup plus compliqué que prévu, hein. Donc on aura l'occasion d'en parler dans un tout petit moment. C'est pas totalement gagné, on sait que Donald Trump est encore en train de contester, mais bon, on l'a bien compris en tout cas, et les Chinois ont bien compris, puisqu'ils ont d'ailleurs salué notre ami Joe Biden, que Joe Biden était le nouveau président aux États-Unis. Alors pourtant, on avait dit que le scénario qui serait apprécié par la bourse serait celui d'une victoire éclair, nette, en tout cas de Joe Biden, qui était le favori dans les sondages. Finalement, ça n'a pas été le cas du tout, et pourtant la bourse a monté. Expliquez-nous. Alors c'est vrai qu'il y a eu la phase d'avant, en fait, la phase d'avant l'élection qui était aussi assez représentative du sentiment de marché. On se souvient que les valeurs américaines, notamment les techs, qui tirent encore les indices américains à la hausse, ont inscrit des nouveaux records quelques semaines simplement avant l'élection de Biden. C'était fin août, début septembre. Record partout, sur le S&P, sur le Nasdaq, et puis d'un seul coup, le marché a commencé à prendre peur, et le Nasdaq a commencé à corriger sur justement l'hypothèse d'une vague bleue qui allait submerger la politique américaine. Et après, on est entré dans une phase un peu latérale, donc les indices, à partir de ce moment-là, sont entrés dans une phase plus hésitante, et puis on a vu que dans la nuit de l'élection, lorsque les résultats ont commencé à tomber, il y a eu deux phases en fait. La phase où d'abord les États favorables à Trump ont été communiqués, là le marché avait déjà commencé à rebondir en fait. Le marché à un moment donné commence à payer l'hypothèse Trump second mandat, et puis ensuite on a vu qu'au cours de la nuit et puis le lendemain matin, c'est l'hypothèse Biden qui s'est renforcée, et finalement ça a plu aussi au marché parce que là à nouveau le sentiment qu'il n'aurait pas le Congrès complètement pour lui, donc il y aurait moins d'impact potentiellement de sa politique fiscale contre les groupes et les ménages américains, et finalement le marché s'est dit c'est un bon compromis, un président démocrate avec un Congrès qui n'est pas forcément uni, certes c'est bon pour le plan de relance, mais c'est très bon par contre pour empêcher les mesures peut-être réglementaires un peu trop puissantes ou fiscales un peu trop puissantes, avec toujours un soutien monétaire derrière. Donc ça, le marché a déjà bien intégré. Et pourtant, c'est pas encore joué, le Sénat. Pas totalement. Il y a encore un petit ce sera début janvier, exactement. Donc il y a encore un peu de suspense à dire pour vous ou pas du tout? Oui, justement, là-dessus, c'est un énorme suspense d'ailleurs. Si effectivement, ce serait une surprise, normalement on a encore un qui va être divisé, mais si la surprise c'est qu'effectivement il y a une vraie vague bleue, là, la réaction du marché, je ne suis pas complètement certain que ce soit une phase d'accélération immédiate, parce que du coup, on aurait à nous ces thématiques réglementaires, les thématiques fiscales qui reviendraient sur le devant de la scène, et ça, le marché, je ne dis pas que ce serait baissé durablement, parce que les démocrates, dans la situation actuelle, auront une politique également très expansionniste au niveau budgétaire, et la politique monétaire va suivre au moins jusqu'en 2022-2023. Donc, en fait, il n'y a pas, selon moi, le risque politique, il n'existe plus tellement à ce stade-là. Le seul risque pour moi, c'est le risque d'avoir Donald Trump qui conteste beaucoup, fort, qui parvient à des résultats par sa contestation, et là, effectivement, il pourrait y avoir un risque. Mais sinon, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Il me semble que les questions liées au virus ou autres, et à l'évolution de l'économie américaine sont quand même beaucoup plus prédominantes que les questions politiques désormais. C'est effectivement le deuxième sujet, en tout cas, qui a pris de relais, qui est peut-être le plus important, en tout cas maintenant, dans la manière dont on peut voir ses perspectives financières. Donc l'annonce par Pfizer la semaine dernière, c'était lundi, autour de 13h. On a vu que Moderna fait exactement la même chose aujourd'hui, autour de 13h. Réponse du berger à la bergère, on ne sait pas, mais en tout cas, mise au point, en tout cas, d'un potentiel vaccin donc, contre la Covid-19, avec des bons taux d'efficacité, ce qui est important par rapport à d'autres. Alors, deux petites questions, Alexandre. Est-ce que, selon vous, la donne a vraiment changé? Il y a un avant, il y a un après, avec ces annonces de Pfizer et de Moderna. Et est-ce que la poussée de nouveaux cas de coronavirus, est-ce qu'il faut encore s'en inquiéter ou finalement c'est derrière déjà? Alors, la première question, est-ce que c'est une vraie annonce, est-ce que c'est une vraie nouvelle, un vrai changement? Oui, c'est un game changer. Ça, on peut vraiment le qualifier comme tel. Il y aura un avant-annonce de Pfizer et Moderna et un après. Les indices européens le montrent, les indices américains aussi, dans une moindre mesure quand même, mais le montrent quand même, parce qu'eux, ils sont bien maintenus. Ils n'ont pas connu la phase, en fait, les indices américains qu'on a connus pour les indices européens, de stress sur les annonces de seconde vague de reconfinement en Europe. Ça, les marchés américains l'ont assez peu connu. Donc, l'Europe part de beaucoup plus bas et donc rebondit beaucoup plus fortement, sachant en plus que dans ces indices européens, on rappelle qu'il y a quand même beaucoup moins de valeur de croissance quand même que sur les gros indices américains comme le Nasdaq. Et on a bien vu la thématique qui était jouée par les marchés au moment de ces annonces, c'est la thématique la rotation en fait, les valeurs cycliques qu'on achète d'un coup, toutes les valeurs massacrées qui se font racheter d'un coup, l'aéronautique, le tourisme, loisirs, pétrole et autres, et puis les valeurs de croissance, les techs, il y a encore la science du jour, on est la meilleure illustration. Vous regardez les gros performeurs, les sous-performeurs, c'est exactement ça, c'était les valeurs massacrées des côtés qui sont en haut de l'affiche, et puis celles qui ont très bien performé pendant des mois, qui sont un peu en bas. Donc oui, c'est un vrai game changer parce que, alors après, il faut quand même un peu modérer les propos sur le comportement des marchés, mais un game changer parce que là, il y a des perspectives pour le marché en fait. Le marché
commence à comprendre que c'est désormais une question de trimestre avant de retrouver quelque chose de normal, trimestre, semestre. Mais il n'y a plus cette question, ou moins en tout cas, troisième, quatrième, cinquième vague. Cette hypothèse semble s'éloigner. L'hypothèse de quelque chose qui va se normaliser progressivement est plutôt en force, avec toujours en soutien des banques centrales, ce qui est positif. Mais par contre, je pense quand même que le marché a déjà bien pricé les choses. C'est-à-dire qu'il a payé maintenant bien en amont, ce que nous allons voir dans 6 mois, dans 8 mois, peut-être à plus court terme pour aux États-Unis, peut-être quelques vaccinations qui vont commencer à arriver d'ici la fin de l'année. Mais le marché a pris beaucoup d'avance. Par contre, il semble moins regarder, ce qui me semble être peut-être une erreur, ce qu'on voit actuellement. C'est-à-dire la pente des cas aux États-Unis qui est comme ça, des records malheureusement battus tous les jours, une moyenne des décès qui commence à repartir, des hospitalisations en réa notamment qui sont également élevées. Et on voit surtout que ce ne sont pas que les États du Midwest qui sont quand même beaucoup touchés par cette nouvelle vague qui prennent des mesures. On voit aussi des États qui avaient déjà pris des mesures fortes, Californie ou autres, qui malgré tout, malgré le fait qu'elles soient moins touchées en ce moment, reprennent des mesures. Ça, il y aura un impact évident sur la croissance américaine au 4e trimestre, peut-être au 1er trimestre également. Et on voit bien que dans cette période de transition, Trump l'a répété ce week-end, Donald Trump a dit tant que je serai là, il n'y aura pas de nouveau reconfinement. Ça, c'est très clair. Et pour l'équipe Biden, on attend de voir, parce que le problème, c'est que cette équipe sera au pouvoir, si tout va bien, que dans 2 mois. Et donc, ces 2 mois, si effectivement il y a une espèce de flottement au niveau des mesures de restriction sanitaire ou autres, eh bien, on peut avoir effectivement une épidémie qui s'emballe un petit peu à court terme, avec des décisions qui sont prises peut-être un petit peu tard. Et ça, il me semble que le marché, à un moment donné, va devoir quand même commencer à remettre un prix sur ce risque économique à court terme. Q4 et Q1, je pense que c'est pas dans ce que nous voyons actuellement dans les prix. Je pense qu'il y a quand même des consolidations possibles sur les indices, en Europe et aux États-Unis notamment, dans ce laps de temps de quelques mois d'ici la fin de l'année et un peu au début de l'année prochaine. Troisième élément qui a été très important au cours de ces dernières années, nombreuses dernières années, la politique monétaire. Est-ce que c'est pas relégué un peu au second plan actuellement? Non, toujours pas. Et alors, un exemple frappant de ça, c'est après les annonces donc, des différents laboratoires, on voit que le spread entre le 10 ans allemand et le 10 ans italien, c'est encore réduit. C'est-à-dire qu'il y avait déjà, Christine Lagarde avait beau dire, nous ne sommes pas là pour resserrer les spreads. C'est pourtant bien ce qu'ils ont fait. Ils ont nettement resserré. Il y avait quasiment 300 points de base au février-mars, au pic du stress Covid. Et là, on a des spreads, quand on prend ces 2 pays de référence, on a un spread qui est à peine supérieur à 100 points de base. Et ça continue de s'écraser. C'est-à-dire que la politique monétaire continue d'afficher c'est un travail de sape, en fait, de profondeur en profondeur. Il n'y a pas d'annonce fracassante au niveau des politiques monétaires depuis quelques mois. C'est juste l'addition des dizaines de milliards d'achats d'obligations d'État, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, l'achat côté US des titres de crédit hypothécaire. C'est des dizaines de milliards qui sont achetés tous les mois et qui continuent de comprimer les taux. Même si, je pense quand même qu'on a touché, si on parle de la partie obligataire, on a quand même touché des points bas, je pense, pour la partie européenne, avec le 10 ans allemand. Je pense qu'on est quand même en train de former un creux là, entre le choc de mars et puis les répliques qu'il y a eu derrière. Le 10 ans américain également semble former un petit creux également. Donc, le rôle des politiques monétaires, selon moi, ça va être moins de brutaliser un petit peu les opinions et le sentiment de marché, comme ça a été le cas au début au premier semestre, parce qu'il fallait vraiment envoyer des messages forts. Désormais, ça va être de s'assurer qu'il n'y ait pas d'emballement, attention, mais qu'il n'y ait pas de mouvement trop rapide sur les taux à la hausse. Il va falloir conserver les taux dans un range. S'ils ne tombent pas, c'est quand même pas mal, parce que c'est un signe de risk on, c'est plutôt appréciable. Mais il ne faut pas non plus que ça remonte trop vite. Il n'y a pas de risque pour le crédit pour l'instant, mais voilà, les banques centrales vont devoir s'assurer que les taux restent quand même dans une zone assez comprimée pour favoriser la reprise. Très bien. On rentre dans le vif du sujet, dans le concret? Allons-y. Moi, je serais bien un petit... Votre avis, en tout cas, sur le CAC 40. Effectivement, on a un CAC 40 qui a profité de l'effet élection, de l'effet vaccin. On a fortement monté avec des semaines à quasiment plus 10, en fait, d'affilée. Qu'est-ce que vous en pensez? On va peut-être le voir en graphe aussi. Oui. Alors, il y a 2 choses. Dans la phase de rallye qu'on a observée ces derniers jours, il y a une double détente. La première détente, celle qui fait passer le CAC, on le voit de 4006 à des zones de 5000 points, c'est l'élection américaine. Et ensuite, la deuxième salve, de 5000 à 5005, c'est les annonces recherche scientifique, Pfizer, Moderna. Voilà. Donc il y a eu une double détente dans la phase de rebond. On part de 4006, on était quasiment tout à l'heure, je ne dis pas 5006, pas tout à fait, mais au-delà de 5500 points. Donc 1000 points en ligne droite en l'espace de moins de 2 semaines, en 2 semaines, c'est beaucoup. C'est ça le game changer. Techniquement, on voit ce qui s'est passé. On voit bien d'ailleurs, alors ça c'est du CAC hors dividende, qui est toujours un peu trompeur, parce que quand on ajoute les dividendes, on a des sommets qui sont quand même plus hauts, évidemment, mais on voit que la zone où on s'est appuyé les 4006, cette grosse oblique qui passe par les sommets historiques, 2000, 2007, 2015, on s'appuie dessus. J'ai rédigé une chronique d'ailleurs pour vous, pour investir, il y a quelques temps, en indiquant qu'on était sur une zone forte, support, 4006, qui était une vraie zone technique très dense. Bon timing. Et voilà, effectivement, le marché servait de ça pour repartir. Après, l'objectif, clairement, à moyen terme, c'est de revenir à 6000. Ça, c'est très clair. Il y a des gaps de rupture, vous voyez, dans la zone des 6000, un petit peu en dessous des 6000. L'objectif, ça va être ça. La question, c'est à quelle vitesse, en fait, on est là-dedans. Donc, selon moi, la question, c'est moins, est-ce que sur ces niveaux, le marché peut se retourner et repartir dans des zones
inquiétante, 4006, 4005, est-ce qu'on peut revoir ces points bas qu'on a touchés au mois d'octobre, ou est-ce que c'est derrière nous? Moi, je pense que c'est derrière nous et que les creux que nous aurons dans le marché, parce qu'il y en aura d'autres, il y aura des vagues, seront pour les investisseurs, pour les acheteurs, pour les gérants également, plutôt des zones d'entrée. Ils vont servir de ces respirations, parce qu'il y en aura d'autres, pour rentrer, plutôt que de se dire, comme c'était le cas par exemple en février, attention, on commence à casser des supports, il y a un risque d'aller voir chercher les niveaux suivants. Voilà, c'est vraiment une optique de on se redresse avec des creux de plus en plus hauts, plutôt que attention, ça peut repartir à la baisse et on peut retomber sur les niveaux de février-mars. Ça paraît très peu probable parce qu'aujourd'hui les économies fonctionnent quand même, elles ne sont pas fermées comme premier trimestre. La politique monétaire est là, il y aura le plan de relance européen, même s'il y a des problèmes avec certains pays de l'Est. Voilà, encore aujourd'hui on l'a vu, qui pour l'instant veulent mettre des vétos par rapport à ça, mais ça verra le jour. Si l'Europe veut y aller, ça verra le jour. Et puis ne pas oublier non plus la question de Brexit. Pour l'instant c'est encore un peu nébuleux, mais on va arriver à un moment donné où il va se passer quelque chose. Donc ça, je pense qu'à un moment donné, ça peut aussi être un catalyseur. Donc on a une période où moi, je ne serais pas surpris d'avoir ce qu'on appelle des pullbacks sur le CAC, c'est-à-dire on monte très vite et les zones qui étaient des zones de résistance, 5100, 5200, qu'on a transpercé très très vite, c'est pas rare dans les indices, s'appuyer un peu dessus, se poser un peu, consolider, puis repartir. Donc moi, je verrais bien des retracements dans ces zones de prix, mais qui ne seront pas des menaces, qui seront plutôt des phases consolidantes, l'occasion techniques, de se positionner à la hausse. D'accord. Les technologiques, on a tellement parlé depuis des années comme étant un gros soutien pour les marchés et puis finalement aussi un gros soutien en période de télétravail, changement d'habitude, de consommation, de e-commerce. Alors maintenant, s'il n'y a plus de coronavirus, entre guillemets, je ne vais pas aller aussi loin, mais est-ce qu'il peut y avoir un changement de mentalité, de psychologie par rapport à ces technologiques et éventuellement le risque de démantèlement, vous y croyez, en tout cas pour les prochaines années? C'est aussi un risque selon vous? Selon moi, le risque à court terme, il y a effectivement le risque réglementaire, il va être là, le marché va devoir le travailler, il va devoir l'intégrer. Le risque, c'est le Nasdaq. Voilà, c'est le Nasdaq qu'on a à l'écran. Le risque, il me paraît plus être un risque justement de rotation. C'est-à-dire un marché qui est, même s'il n'achète pas tous les jours un CAC qui ne fait pas plus de plus 3, ou un DAX qui est un indice plutôt value, il va quand même, je pense, arbitrer un peu plus fortement vers les valeurs décotées, vers les fameuses cycliques. Celles côté massacrées, on le voit, se rattrapent très bien, les gros secteurs. Et d'ailleurs, quand vous regardez la fameuse reprise en K dont on a beaucoup parlé, le K, le haut du K, c'était les technologiques, la pharma aussi, le bas du K, c'était hôtellerie, loisirs, banque, etc., énergie. On voit que ces derniers jours, ces 2 dernières semaines, le K se referme un petit peu. C'est-à-dire que les technologiques repartent un petit peu à la baisse ou consolident, alors que c'est le bas qui se reste très vite. Donc ça, c'est plutôt un signe intéressant, cohérent d'une économie qui va progressivement repartir avec plusieurs secteurs, même si le monde d'après sera quand même pas le monde d'avant, mais il y a quand même une petite convergence qui est plutôt saine, et je pense que cette forme de convergence, non pas qu'on aura des techs qui vont se cracher et les value qui va prendre 100%, mais je pense qu'on va continuer à voir cette convergence se faire avec des techs qui seront plutôt sur un plateau, une phase un peu latérale, et puis une value qui va continuer, voilà, plutôt dans ce sens-là, et ensuite un rattrapage qui se fera et une hausse derrière. Mais je ne prends pas non plus de chute très violente des techs parce que ça reste des valeurs qui sont très rentables, qui versent du dividende. Il y aura de la réglementation certes, mais on n'imagine pas les autorités américaines taper sur leurs champions au moment où il y a cette transition de Biden, mais ça ne changera pas dramatiquement les choses avec la Chine. Il y aura une compétition féroce qui sera là entre les deux. Il faudra des champions, il y en a en avoir en Europe aussi, mais les États-Unis en ont. Ils ne vont pas les sabrer, ça c'est très clair. Par contre, oui, on peut peut-être les obliger à avoir quelques activités. Ils se diversifieront ailleurs, voilà, ils muteront dans d'autres formes, mais les techs resteront quand même c'est l'avenir, les techs. Donc on n'imagine pas un indice se retourner, ça veut dire que derrière, l'avenir sera un petit peu sombre et ça, du mal à y croire. Vous le disiez tout à l'heure, il y a une nouvelle donne, il y a quand même des métiers qui ont changé, exactement, des ténors qui sont là, et ça effectivement on ne reviendra pas en arrière en tout cas par rapport à tout ça. Le pétrole, on en a parlé tout à l'heure, enfin j'ai entendu Sylvie en parler tout à l'heure avec Total, c'est vrai que c'est quand même une grosse déception, en tout cas pour ceux qui avaient des actifs basés sur le prix du pétrole, compagnie pétrolière, parapétrolière. Vous en pensez quoi? Avec la fin du confinement, avec la fin du Covid, il y a aussi un espoir de retour du pétrole. Rapide ou pas rapide? La question est là. Moi, j'ai du mal à imaginer qu'un pétrole, si on prend le cas du baril américain, par exemple, le WTI, même le Brent, on peut faire le cas pour les deux, là c'est le WTI qu'on a à l'écran, on voit en fait qu'il y a une vraie cassure. C'est-à-dire qu'on a un marché déjà qui flottait un petit peu, vous voyez, en 2019, 2018-2019, c'était assez hésitant. On avait un WTI qui oscillait comme ça, entre 50 et 70. On a cassé cette zone des $50 assez violemment au moment de la crise Covid. Et là, on est en train d'effectuer une espèce de pullback. En fait, on voit cette grosse oblique, un support qui passe un petit peu au-dessus de nos têtes. Et on arrive à rester pour l'instant dans cette zone, 40, $45. Le monde d'après, on le voit, Biden dans ses projets, c'était d'accélérer sur les questions d'énergie nouvelle, etc. L'Europe, bien évidemment, des budgets vont être consacrés à ça, des budgets importants. Donc, si les prix remontent, selon moi, oui, il y a un effet
demande qui va revenir, mais il y a aussi très probablement des aménagements au niveau de l'OPEP qui vont être faits. C'est-à-dire que si la demande ne suit pas, c'est un cartel, ça porte bien son nom, donc s'ils veulent faire en sorte que les prix ne retombent pas à 20 ou 30 dollars, eh bien on ajoutera un niveau de production pour faire en sorte d'avoir un prix qui reste correct pour tout le monde, même si on produit moins, on aura des prix un peu plus élevés à un moment donné. Donc j'ai du mal à imaginer que le baril puisse rechuter très lourdement. Il faudrait penser à des conditions sanitaires, économiques qui se dégradent très fortement. Imaginez un baril qui revienne sur les niveaux pré-Covid, ça paraît difficile à court terme. Donc moi il me semble que cette zone, je vais être large, mais 40-50, on verra rester un bon bout de temps. Voilà, il n'y a pas de, je verrais vraiment quelque chose de très latéral, voilà, entre 40 et 50 pendant plusieurs mois, plusieurs trimestres, sans gros choc ni à la hausse ni à la baisse là-dessus. Alors, un actif aussi très prisé par les investisseurs et en particulier individuels, c'est l'or. Oui. Donc, l'once d'or, on l'a vu passer au-dessus des 2000 dollars il y a très longtemps, en train de consolider peut-être entre les 1008, 2000 actuellement. Est-ce qu'on a encore besoin d'une valeur refuge, autant qu'on ait pu en avoir besoin au cours des derniers mois? Est-ce que la période de taux négatif est encore un soutien pour l'or, surtout si on a une perspective peut-être de sortie graduelle, en tout cas de ces marchés de taux négatifs? Votre analyse, est-ce qu'on peut revenir maintenant, durablement, au-dessus des 2000 dollars l'once? Alors, ça va se faire, je pense, progressivement. Ça, vous l'avez bien dit, ce qui a porté l'or, c'est les taux réels négatifs. C'est-à-dire d'avoir un taux, par exemple, 10 ans qui est à 0,5, puis une inflation que vous défalquez de ça, qui vous amène à un rendement négatif. Donc, effectivement, l'or est l'actif premier, les métaux, même l'argent, quand vous regardez ça, c'est souvent des actifs, si vous regardez l'évolution post-crise des subprimes, cette super engouement qu'on a eu sur ces métaux, c'était la traduction d'activisme fort de la part des banques centrales. Et donc, on a une réplique, en fait, de ce qu'on a vu, à une échelle un peu différente. Là, cette crise-là, on voit bien la phase d'eau post-crise des subprimes, et puis là, le gros bottom qui s'est formé pendant plusieurs années et ce redécollage. On n'imagine pas que les banques centrales vont adopter une politique monétaire qui va être drastiquement changeante d'ici, et on entend la Fed, on voit les projections des membres du FOMC, d'ici au moins 2023, pas de hausse de taux prévue ou autre. Donc, à part une croissance qui repartirait très fortement l'année prochaine, qui lifterait mécaniquement les taux par des perspectives de croissance, d'inflation ou autre, il n'y a pas de raison d'imaginer que les taux se redressent très brutalement. Mais il n'y a pas non plus de raison d'imaginer qu'ils retombent très fortement. Donc ça veut dire que sur l'once d'or, on peut rester en fait quelque temps aussi dans cette zone des 1900 dollars, 2000 dollars. Mais pour moi, je pense quand même que l'aspect politique monétaire toujours présente, juste pendant plusieurs années, c'est quand même plutôt un facteur de soutien. Même si on n'aura pas d'explosion à 3000 dollars, c'est quand même un facteur de soutien. Et donc je ne vois pas de terrain favorable pour vendre très fortement l'or, même si on a vu quelques claques sur l'once d'or le lundi dernier et aujourd'hui sur les annonces de Moderna. Le risque d'un seul coup, évidemment, on bouge. Les taux US se redressent, le dollar est un petit peu tiré, c'est pas énorme, mais un petit peu tiré par ça. Donc ça pèse un peu sur l'or. Mais il y a après toujours la demande physique, il y aura l'aspect toujours politique monétaire, l'aspect dollar qu'il faudra continuer à surveiller également. Et puis techniquement, on voit bien, historiquement, l'once d'or, ce sont des creux, ça met du temps à se mettre en place, mais on ne voit pas pourquoi, pour quelle raison, ou fondamentale ou technique, on retomberait à des 1500 ou des 1400 dollars. Donc je pense que oui, on peut rester quelque temps dans cette zone des 1009, 2000, mais plutôt pour former une espèce de plateau, une zone un peu creuse comme ça, et puis on repartira ensuite progressivement vers de nouveaux plus hauts, parce que c'est un actif qui continuera à s'apprécier comme l'argent aussi. Voilà, je pense que c'est vraiment un scénario de grosse poussée depuis quelques mois, ensuite un creux, on latéralise et on continue de partir derrière. Moi, ce que j'aime bien, c'est votre optimisme en tout cas. C'est le fait que optimisme parce qu'en gros, on devrait monter, mais en plus, on va pouvoir profiter de petits creux pour acheter. Et ça, c'est quand même l'idéal. Oui, c'est l'idéal, mais attention de ne pas être non plus béatement optimiste. C'est-à-dire que l'économie a été sacrément secouée, elle n'est pas revenue. Au moment où on se parle, on est dans une croissance qui va être négative en Europe au 4e trimestre. Donc, c'est ça un peu le message aussi, c'est de dire oui, on comprend pourquoi le marché grimpe, et il y a des raisons de cela, c'est des vrais game changers auxquels on a assisté, mais de pas penser qu'on va aller en ligne droite à 6000 pour le CAC. Voilà, je pense que ce serait vraiment surprenant, et là, pour le coup, on serait un peu en retard. Mais je pense que voilà, avoir une phase consolidante, mais en restant optimiste sur des creux qui sont rachetables, ça oui, ça paraît être le scénario joué. Mais on peut rester longtemps là, en phase latérale. Attention, le DAX aussi peut rester 1, 2, 3 trimestres de plus dans une zone latérale avant de casser ses plus hauts. Même si on n'est plus très loin de ces plus hauts là, on peut rester longtemps en dessous avant qu'il y ait de grosses impulsions techniques et des flux et une macro qui s'améliore, justifiant qu'on a cherché beaucoup plus haut. Dernière petite question, après on arrêtera là. On n'a pas parlé des entreprises, mais c'est vrai que finalement ce dernier trimestre, il était un petit peu tellement atypique que c'était très compliqué en tout cas d'en tirer des enseignements. Ça va se faire progressivement, graduellement. Là aussi, à votre avis, à partir de quand est-ce qu'on va complètement se réintéresser aux résultats des entreprises et à leurs perspectives? On s'est déjà un petit peu intéressé quand même, mais celles qui ont surpris, c'est quand même les techs, ça il faut le dire. On pensait qu'elles allaient quand même être impactées au Q2, ça n'a pas été le cas. Q3, on a vu plusieurs d'entre elles qui ont annoncé de très bons résultats. Donc il y a quand même des bonnes surprises, et on voit que dans les secteurs sous-cotés,
Bon, c'est vrai que les consensus étaient quand même très bas comme toujours, donc on est mieux que le consensus, ça c'est clair. Mais il y a quand même pour les grands groupes, je parle des grands groupes, il y a quand même une forme de résilience qui est bien là. Il y a l'accès à des financements, il y a les aides d'État également. Ce qui pose un peu plus de risque pour les marchés, c'est toujours la partie PME, la partie entreprise plus fragile. Parce que défaillance. Voilà, c'est un peu ça le risque qu'on a quand même dans le Q4, Q1 et Q2 l'année prochaine, c'est d'avoir un taux de défaut qui s'accroisse un petit peu dans ce segment des entreprises de taille moyenne. Le risque, il est plutôt là, me semble-t-il. Et donc, c'est là-dessus aussi que les États vont devoir agir, notamment au côté US. La Fed a indiqué, nous restera présent, mais après, c'est au gouvernement. La Fed, elle finance les mesures du gouvernement. C'est aux États ensuite de décider où va l'argent, quelle forme de garantie, quelle forme de prêt, pour quel secteur, pour qui. Et ça, c'est du sur-mesure que doivent faire les États. C'est moins le rôle des banques centrales. Donc là, l'aspect politique va jouer un rôle prépondérant dans les mois qui viennent. Très bien. Merci Alexandre pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le responsable des analyses marché chez IG France. On vous retrouvera d'ailleurs un petit peu plus tard. Moi, je reste là et j'accueille un nouvel invité. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Denis.